Oui Stéphane, ce château exceptionnel a été placé en première position. Il faut dire que dans la région, c'est un incontournable. Et ce n'est pas Claire, nantaise et responsable du château, qui dira le contraire. Nous sommes actuellement sur les remparts du château des Ducs de Bretagne, le château de Nantes. Nous sommes en plein cœur de ville et vous pouvez remarquer que nous sommes dans un château qui est à la fois une forteresse, qui était là pour défendre la ville de Nantes, et à l'intérieur dans un magnifique palais ducal. Donc c'est vraiment un château qui marque la frontière entre la Bretagne historique et le royaume de France à l'époque. Pour tous les Bretons, ce château, c'est celui de la duchesse Anne et de son père François II. Plus qu'un monument, c'est un véritable symbole de liberté. Au milieu du XVe siècle, la Bretagne est un territoire indépendant. Mais le roi de France, Charles VIII, entend bien rattacher ses irréductibles Bretons à sa couronne. Pour résister, François II, duc de Bretagne, va devoir s'opposer aux soldats du roi. C'est donc très logiquement qu'il érige sa forteresse sur une position stratégique. Pour en parler, nous suivons Claire au sommet des tours. De là, on a une vue imprenable sur la ville de Nantes. Bonjour Pierre, j'étais sûre de te trouver là. C'est vrai que c'est un des meilleurs endroits quand même pour observer la ville et le château. Elle y retrouve Pierre. L'architecture du monument n'a aucun secret pour lui. La position stratégique du château, c'est d'être dans la continuité des murailles de la cité, d'être le premier point défensif sur l'est de la ville face à l'envahisseur français. C'est une forteresse bretonne et qui assure la première défense de la ville. Mais dans l'esprit de François II, ce château ne doit pas être simplement défensif. Il doit être également un luxueux palais résidentiel, symbole du pouvoir des ducs de Bretagne. Dans la cour intérieure, il crée le Grand Logis et le Grand Gouvernement, qui pouvait accueillir 600 personnes, courtisans et serviteurs. François II soigne la décoration dans le style gothique flamboyant de l'époque. Mais en 1487, après de terribles combats, Charles VIII, le roi de France, prend possession du château. C'est tout un pan de l'histoire bretonne et, par voie de conséquence, de l'histoire française qui s'inscrit dans ce château. Un an après sa défaite, François II s'éteint. Charles VIII épouse Anne, la fille de son ennemi. Elle devient alors reine de France. En échange, il lui permet de garder son titre de duchesse et la gouvernance de la Bretagne. Anne n'oublie pas pour autant le château, elle poursuit les travaux entrepris par son père. Dans la cour du château, Marie retrouve Dominique. Il a rédigé un livre sur Anne de Bretagne. On sait qu'aujourd'hui, qu'elle a fait finir les travaux de son père. Donc, une grande partie des finitions, c'est elle. Elle a fini tous les remparts. Et bon, là, la tour de la couronne d'or, avec des décors à l'italienne, décors Renaissance, elle qui les a fait faire. Avec Anne, le château des Ducs de Bretagne se transforme en résidence royale. Et la tour de la couronne symbolise la puissance de la reine. Avec Sandrine, une jeune guide du château, nous découvrons l'intérieur de la tour aménagée par Anne de Bretagne. On est dans l'escalier de la tour de la Couronne d'Or. On se trouve devant des coups-sièges et c'était l'endroit où pouvaient s'asseoir les gens qui faisaient partie de la cour des Ducs de Bretagne. Afin de profiter de la lumière du jour, les dames pouvaient ici faire un travail de broderie, de la couture. On pouvait regarder également ce qui se passait dans la cour, toute l'agitation de la cour au Moyen-Âge. L'escalier permet d'accéder au loggia, l'un des endroits préférés de la reine, dont elle a soigné la décoration. C'est vraiment de la dentelle de pierre, comme vous pouvez le voir. C'est du tuffeau, cette pierre blanche qui permet de réaliser tout un ensemble de petits personnages, de petits animaux fantastiques ou réels qui décorent le château. On est ici sur des balcons ouverts sur l'extérieur qui permettaient à la duchesse de Bretagne de profiter du paysage, mais surtout de se montrer comme une femme puissante, la duchesse de Bretagne, mais aussi la reine de France à cette époque-là, qui se montre à ses sujets réunis ici dans la cour. Mais le destin frappe encore la jeune reine. En 1498, son époux, le roi Charles VIII, meurt. Par contrat avec le royaume, elle doit épouser Louis XII, le nouveau roi de France, pour conserver l'indépendance de son duché de Bretagne. Anne et son père François II ont donc bataillé ferme pour l'autonomie de leur chère région. Pour leur rendre hommage, un troubadour nantais a même créé une comédie musicale, dont les représentations ont lieu dans la cour du château.
Un peu plus haut sur les remparts, Claire a donné rendez-vous à Alan. C'est le musicien qui a créé l'opéra rock Anne de Bretagne. Et qu'est-ce que vous lui trouvez de rock à Anne de Bretagne alors? Parce qu'Anne de Bretagne a quand même une dimension rebelle, finalement, un peu malgré elle, hein. Mais son histoire est écrite de telle manière, reine à 13 ans, duchesse à 11 ans, 2 fois reine de France. Cette année, le château fête le 500e anniversaire de la disparition de sa duchesse. Espérons que ce magnifique édifice la célèbre encore pour des siècles et des siècles.